poursuivons les travaux de notre commission d'enquête visant, je cite, à rétablir les raisons de la très forte croissance de la dette française depuis l'élection présidentielle de 2017 et ses conséquences sur le pouvoir d'achat des Français. Donc, afin de poser les termes du sujet, nous avons entendu des gestionnaires de la dette publique, la CADES, l'agence France Trésor, quelques économistes également qui participent au débat public sur la dette. Nous avons donc souhaité entendre ce matin le point de vue de ceux qui ont une vision politique de la dette. Et il nous a paru indispensable d'accueillir Éric Coquerel, le président de la Commission des finances, qualité président de la Commission des finances, compte tenu de son niveau d'information sur le sujet. Monsieur le Président, je vous remercie de votre disponibilité. Nous avons souhaité aussi vous convier parce que vous avez développé des arguments dans un ouvrage « Lâchez-nous la dette », paru il y a 3 ans, qui peut faire l'objet de questions, je crois, intéressantes. Est-ce que la dette est un vrai ou un faux problème ? Quelles sont les conséquences sur le pouvoir d'achat des Français? Que faire de la dette Covid? Je vais vous donner la parole pour une intervention liminaire de quelques minutes, puis ensuite nous vous poserons un certain nombre de questions. Effectivement, nous avons eu un débat sur la nécessité ou pas que vous prêtiez serment. Si cela, même si cela peut paraître surprenant parce que vous venez en réalité informer, je vous suggère peut-être, en accord avec le rapporteur, que vous n'ayez pas à prêter serment. Très bien. Eh bien, Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, déjà, merci de cette audition, de me donner la parole. Surtout que je vais évidemment présenter, vous le savez, c'est peut-être aussi pour ça que vous m'avez proposé de venir, une vision qui est, on va dire, plutôt hétérodoxe par rapport à ce qui d'habitude se dit sur la dette. Mais vous connaissez effectivement mon point de vue. Je vais essayer d'être rapide. J'ai cru comprendre que l'idée, c'est une introduction préliminaire rapide de façon à ce qu'on revienne là-dessus. Bon. Alors, comme vous l'avez dit, pour ma part, je considère que, par principe, la question de la dette n'est pas un problème. Enfin, en tout cas, la dette en France, je parle bien, même si je ne cultive pas l'idée qu'il faut de la dette, pour aller vite. Hein. Bon. La dette n'est pas le problème, en tout cas, que l'on nous présente. Et je me souviens, je le rapporte souvent, je le rapporte notamment dans l'ouvrage, d'une discussion qu'on avait eue lors d'un débat du projet de loi de finances rectificatif, dont on trouve les traces à travers les différentes vidéos de l'Assemblée nationale, au moment du Covid. Et à l'époque, mon prédécesseur, Éric Woerth, sur la question justement de la dette qui était en train d'augmenter du fait des mesures prises pour le Covid, s'était écrié de toute façon, chacun sait que personne ne rembourse la dette. Voilà. Donc c'est sa phrase, elle est authentifiée. Bon, ce qu'il voulait dire, c'était ce que nous disons depuis longtemps, ce que je dis depuis longtemps, c'est qu'on ne rembourse jamais le stock de la dette, tout simplement parce que la dette en France, et je vais y venir, est supportable et que, en réalité, au bout de son extinction, il y a aujourd'hui suffisamment d'investisseurs qui permettent de prolonger cette dette, et donc on ne rembourse que le charge de la dette. Je dis ça parce que très souvent, les comparaisons qui sont faites sont sur le stock. Et évidemment, on ne peut affoler qu'on regarde les chiffres de manière brute, alors même qu'il faudrait regarder la charge de la dette, et je vais y venir, ce qu'on rembourse chaque année. Premier élément, d'abord, je crois, et j'ai cru comprendre que François Ekal, qui n'est pas vraiment un économiste qui est forcément dans le camp politique dans lequel je me trouve, vous a dit la même chose. J'ai même cru comprendre que ça avait étonné la commission d'enquête d'après certains journaux. C'est que je crois que pour avoir des bonnes comparaisons, il faut regarder le pourcentage par rapport au PIB. C'est-à-dire regarder le pourcentage de la dette par rapport à l'évolution du PIB et non pas sur des sommes brutes qui, du coup, peuvent à un moment donné tromper les choses. Si on regarde le fait que depuis 2016, la dette a augmenté de plus de 900 milliards d'euros en valeur, quand on se dit ça, on se dit, bon, c'est évidemment considérable. Quand on compare le fait que la dette est passée de 98 à 110,6%, plus 12,6%, soit une augmentation qui n'est pas inédite, hein, entre 92 et 96, ça a été plus 18,9% et plus 26,3 points entre 2007 et 2012, bon, bah là, les comparaisons sont tout d'un coup moins effrayantes. Bon, c'est la même chose que sur la charge de la dette. J'entends qu'on nous dit aujourd'hui que la charge de la dette de 46,3 milliards d'euros
en 2024 va passer en 2027, c'est une estimation puisque c'est selon des taux, au maximum à 72,3 milliards d'euros. Alors on se dit, ça a quasiment doublé, c'est énorme. Si on la ramène au PIB en fonction des prévisions économiques, on passe de 1,9 point de PIB à 2,6 points de PIB. Je pense, quel que soit après l'avis que l'on défend, que c'est ça qu'il faut prendre comme mesure de comparaison. Et donc on s'aperçoit finalement que la charge de la dette, elle reste peu élevée et finalement proche, voire inférieure à ce qu'on observait il y a 20 ans. D'autre part, je pense qu'il faut aussi voir la dette en fonction du nombre d'années moyen de remboursement des investisseurs. Actuellement, il est de 8 ans et demi. Donc si on ramène la dette, non pas de manière intégrale en termes de stock sur 8 ans et demi, mais en termes de flux, c'est-à-dire divisé par 8 ans et demi, on s'aperçoit finalement que c'est 13,7% du PIB et non 110,6% de ce point de vue-là, ce qui quand même, là aussi, ramène les choses de manière moins alarmante, en tout cas plus réaliste par rapport à l'économie française. Bien. Donc je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de la phrase d'Éric Woerth, et en expliquant que la question était le fait que la dette roule. Bon. La France, aujourd'hui, est considérée comme un bon emprunteur par les marchés. Bien. Et ça fait des années que c'est le cas. Donc, l'idée, moi j'entends, on me dit oui, aujourd'hui c'est le cas, mais qu'est-ce qu'il en sera dans quelques années ? C'est tellement quelque chose de constant, tout simplement parce qu'on a un patrimoine, la France a un patrimoine, je crois, à plus de 20 000 milliards d'euros, qui montre qu'en réalité, ses actifs dépassent largement son déficit, que ça fait partie des valeurs sûres pour les rapporteurs. C'est pour ça que il y a quelque temps, j'avais été interrogé sur le risque de dégradation par des agences de notation, et j'avais dit à l'avance que quel que soit le résultat, ça n'aurait pas d'incidence sur les taux d'intérêt. D'ailleurs, si vous regardez depuis des années, en réalité, ça a peu d'incidence à partir du moment où on reste dans une dégradation, somme toute raisonnable. Bon, ce qu'il faut regarder, c'est la dernière livrée qui a été faite par la France, et on a trouvé 2 fois plus de demandeurs de l'emprunt que d'offres permises. Donc c'est ça qui montre quelque part la confiance des marchés. Bien. Donc c'est attractif pour les marchés. Selon la BCE, environ 80% des titres de dette hexagonales ont été achetés à 2023 par des étrangers. Ça, je vais y venir après. Bien, j'avais parlé de la situation patrimoniale. Donc pour moi, je le dis en préambule, dans la commission d'enquête que vous avez mis en place, la dette, effectivement, la dette française n'est pas un problème. Moi, ce que je crois, c'est qu'en réalité, la dette, c'est plutôt l'objectif qu'on veut atteindre que le risque pour la France. Alors, je ne vais pas revenir, parce que je pense que ce n'est pas votre cas, mais les gens qui disent on est en faillite, etc., enfin, tout ça est absolument aberrant. La France n'est pas en faillite. La France ne peut pas être en faillite telle qu'est aujourd'hui son économie. Bien. Donc, moi, je crois que la question est de l'objectif. Et c'est d'ailleurs ce qui explique les 2,9% en 2027 présentés par la loi de programmation des finances publiques. Bon. Ça a été dit par l'autorité, par M. Pierre Moscovici, sur les finances publiques, qui trouve que ce chiffre n'est pas très crédible. Je ne parle pas d'insincérité, mais de crédibilité, vu le pas qu'il faudrait avoir pour nous ramener à 2,9% en partant du chiffre qui sera celui de cette année. Moi, je le crois aussi. Je pense qu'il faudrait une cure d'austérité telle que notre économie en souffrirait. Mais je crois que si on nous donne ce chiffre, c'est d'abord parce que la dette sert à un projet politique, qui est notamment celui induit par la Commission européenne, qui est le fait de baisser les dépenses publiques de manière importante. Et là, j'irai très vite parce que ça, vous reviendrez peut-être dans les questions, de baisser les dépenses publiques et aussi de s'attaquer aux prestations sociales. Bon, on voit bien que là, ce qui est proposé depuis l'annulation de crédit de ce début d'année, ce qui va venir, ce qui viendrait pour l'année prochaine, c'est en l'occurrence une distorsion, une attaque publique sur l'État. Or, ce qui est curieux, et là aussi, je crois que François Heckel a dit absolument la même chose que moi, et vous voyez, je vais être d'accord avec aussi Emmanuel Macron, c'est que si le déficit a augmenté plus que prévu en 2023, en passant de 4,9 à 5,5%, ce n'est pas une question d'augmentation des dépenses publiques, c'est une question, en réalité, de manque de recettes. Et ce chiffre-là, j'ai bien écouté aussi l'analyse de Heckel, si on met en dehors de ça ce qui était dû à l'augmentation du Covid, qu'on peut considérer comme exceptionnel. On n'est pas dans une situation normale.
en fait, on se aperçoit depuis 2017, en comparaison avec les autres pays, si l'augmentation du déficit en France est important, il est important parce qu'on s'est privé de recettes. C'est une politique assumée et voulue par l'exécutif, en l'occurrence environ 60 milliards d'euros par an, et non pas d'une augmentation des dépenses publiques, parce que si on regarde l'augmentation des dépenses publiques, là, on a, j'allais dire, un résultat qui nous place plutôt bien en Europe. Bon. Donc, c'est une deuxième question qui est posée, c'est-à-dire qu'en réalité, on propose de réduire la dette en baissant sans arrêt les dépenses publiques, en s'attaquant à la question des prestations sociales et de la protection sociale des Français, alors même que le problème de l'augmentation de la dette depuis quelques années, c'est une baisse des recettes. Et qui plus est, une baisse des recettes, là c'est pas moi qui le dis, c'est l'IPP, toutes les études Le Monde documentent, qui avantage plutôt les plus favorisés de nos concitoyens, plutôt que la moyenne, et en plus plutôt que les plus pauvres d'entre eux. Donc on voit bien qu'en plus, il y a là des questions d'inégalité qui se creusent. Donc moi je crois que la question qu'il faut se poser, c'est pas la légitimité de la dette, c'est pourquoi on s'endette. Voilà, c'est ça, à mon avis, la vraie question. À quoi sert la dette ? De ce point de vue-là, si par exemple la dette sert au fait d'avoir baissé les impôts, je pense qu'on peut s'interroger sur son utilité. Quand je dis baisser les impôts, je voudrais dire quelque chose de manière importante. La question, à chaque fois que, pour ma part, j'explique par exemple que ça serait peut-être bon d'aller chercher de l'argent là où il a été favorisé depuis des années, c'est-à-dire aux plus riches par exemple, de nos actionnaires. On m'explique, ah non, on n'augmente pas les impôts. Moi, je ne suis pas pour augmenter les impôts de la quasi-totalité des gens dans ce pays. Je pense que nous, on a fait des propositions qui plutôt réduiraient en réalité les impôts de 80% des Français. Par contre, je pense qu'il faut arrêter de mal les baisser. Voilà. Je pense qu'il faut faire en sorte que justement, on aille récupérer une part d'impôt, que ce soit à travers l'ISF, que ce soit à travers la flat tax, qui finalement n'a pas rejailli sur l'économie, ça c'est à peu près toutes les études qui le montrent, et qui a plutôt avantagé une minorité de Français, mais qui a en plus les défauts, non seulement d'augmenter les déficits, mais, je le dis en passant, par rapport aux politiques qui sont venues, nous a rendu incapables, par exemple, de mettre suffisamment d'argent, l'argent qu'il faudrait, dans l'investissement écologique. Et je crois que cette question, j'ai cru comprendre qu'elle était posée pas seulement par, j'allais dire, un président de la Commission des finances issu de France Insoumise, mais j'ai cru comprendre que Draghi, par exemple, au niveau aujourd'hui européen, parce que c'est un débat sur les politiques mises en place, conteste justement, commence à contester la question à la fois de la baisse des dépenses publiques et de s'attaquer finalement par une politique de l'offre au prix du travail. Bien. Donc je crois qu'il faut d'abord chercher de ce point de vue-là, et vous avez compris que je ne suis pas d'accord avec le fait d'augmenter les déficits par le fait de baisser l'impôt, et plus particulièrement des plus riches, et plus particulièrement des plus riches détenteurs de capitaux. On y reviendra peut-être en détail, je suis rapide là-dessus. Troisième chose, sur la question de qui détient la dette, et ça c'est extrêmement important. La dette Covid est ce qu'on appelle la dette Covid, c'est-à-dire le fait que la Banque centrale européenne, lors du Covid, et elle a bien fait, s'est exonérée des traités européens qui, théoriquement, ne la permettent pas de faire ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'en gros, elle a prêté directement aux banques centrales de chaque pays, contrairement à, par exemple, ce qui avait été fait au moment de la crise des subprimes, où, si vous vous souvenez bien, elle avait prêté par l'intermédiaire de banques. C'est le cas notamment de la Grèce. Là, elle a prêté directement aux banques centrales. Et donc, il y a un système qui s'est mis en place intéressant, puisque plus de 20% aujourd'hui de la dette en moyenne en Europe et de la nôtre, finalement, nous appartient. C'est-à-dire nous sommes nous-mêmes détenteurs de la dette à travers la Banque centrale. Bon, pourquoi je trouve que c'est intéressant ? Parce que du coup, on s'est exonéré des marchés, de la pression des marchés, éventuellement de faire défaut aux marchés. Et moi, effectivement, j'ai affirmé dans le livre que vous avez eu la gentillesse de citer, Monsieur le Président, Lâchez-nous la dette. Bon, c'était un peu exprès un titre un peu provocateur, mais que ce système-là permet à un moment donné de reprendre une souveraineté sur sa dette et, par exemple, pourquoi pas, de décider qu'on pourrait annuler cette dette. Alors, je vois bien que annuler la dette, là, tout d'un coup, ça semble. Mais sauf que, mes chers collègues, je voudrais vous attirer votre attention sur le fait que ça s'est fait dans le passé, dans des moments exceptionnels. Par exemple, après la guerre, nous avons décidé d'annuler la dette de l'Allemagne. Bien. Et la dette était considérable. Il y a des moments où on peut considérer que au lieu de le porter comme un fardeau dans les années à venir, ça nous aurait coûté les taux d'intérêt, mais on aurait récupéré, j'allais dire, là, un peu moins de pression. Donc, quand je dis ça, c'est que ça montre aussi le fait que c'est extrêmement intéressant que d'une manière ou d'une autre, finalement, nos banques centrales
je souhaiterais ne plus être indépendant du pouvoir politique, mais c'est un autre débat, détiennent la dette plutôt que le marché. Et c'est ma conclusion. C'est relativement récent que ce soit le marché qui détienne la dette. Vous savez comme moi, il y a eu différentes décisions, notamment dans les années 80, où progressivement, on est passé d'un circuit du Trésor qui faisait que la dette était, j'allais dire, la dette appartenait aux États. Alors, on va me dire, oui, mais il y avait moins de dette à l'époque. C'est aussi parce qu'à l'époque, on avait une politique monétaire souveraine, on pouvait dévaluer ou pas. C'est ça qui explique aussi les différences, je le dis en passant. Mais n'empêche, le circuit du Trésor faisait qu'on était nous-mêmes souverains, c'est nous qui décidions sur nos dettes. Là, maintenant, on est assujetti au marché, et je crois que c'est intéressant de s'interroger sur cette question et des risques qui sont courus, qui ont été décidés dans les années 80, en même temps que la constitution progressive du marché unique et ce qu'on appelle le développement de la mondialisation financière. Donc voilà, moi je pense que ça, c'est une question que vous devriez vous poser au niveau de la commission d'enquête, de voir comment on peut être à nouveau souverain de la dette, surtout, et je termine là-dessus, Monsieur le Président, parce que je vois bien que j'ai été long, surtout à partir du moment où, on le sait, un des problèmes de la dette en France, c'est qu'elle est détenue de manière considérable et de manière augmentée par des étrangers. Bon, voilà. Moi, je ne vois pas ça d'un bon oeil. Les Italiens ont fait des plans d'emprunt populaires. Les Japonais, on le sait, ont une dette considérablement plus importante que la nous, mais détenue par les Japonais. Et je pense qu'il y a une réflexion à minimum à avoir là-dessus. Pour ce propos très, très complet. Alors, je vais commencer par un certain nombre de questions. Plutôt que faire un grand pot, je vous pose 10 questions. Je vous poserai les questions séparément, comme ça on fera un aller-retour. Puis ensuite, je passerai la parole au rapporteur et ensuite à nos collègues. D'abord, une série de questions d'ordre un peu technique sur le métier du président de la Commission des finances, comment ça se passe dans les rapports avec le gouvernement. Vous savez qu'il y a eu tout ce sujet sur est-ce qu'il y a eu ou pas sous-évaluation involontaire, volontaire, d'un certain nombre de paramètres, je voudrais y revenir. Mais quand se construit le budget, quand est-ce que le président de la Commission des finances a les premières estimations de croissance? En clair, est-ce que vous avez des informations un peu plus tôt, même d'une manière informelle, de la part des administrations, du gouvernement? C'est une des caractéristiques du pays, c'est que, et ça pose la question du contrôle parlementaire, c'est que c'est le gouvernement qui fait ses propres hypothèses de croissance, il fait lui-même ses hypothèses de croissance, et il construit le budget avec ses propres hypothèses de croissance. Et il y a peut-être quelque chose à creuser. En Grande-Bretagne, par exemple, c'est un organisme public, mais indépendant, qui fait ses hypothèses de croissance et qui impose ces hypothèses au gouvernement, qui doit bâtir son budget à partir des hypothèses qui lui sont imposées. Et chez nous, c'est la même personne qui fait l'hypothèse et qui utilise l'hypothèse. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet? Première question, vous m'avez demandé si, en gros, j'étais au courant longtemps à l'avance. Non. Non. Je suis au courant quelques heures à l'avance de ce qui va être publié. Je dois même dire une anecdote par rapport aux dernières annulations de crédit, et je le dis d'autant plus librement, c'est que je crois que ça a irrité tous mes collègues, y compris mes collègues de la majorité, c'est que les décrets, je devais les avoir avant qu'ils ne paraissent au journal officiel. Voilà. Sur les annulations de crédit de 10 milliards. Et il y a un motard qui est venu à l'Assemblée nationale en pleine nuit, il devait être 1h du matin, effectivement, amener ces décrets 20 minutes avant qu'il ne soit mis dans le journal officiel. On ne peut pas vraiment dire, théoriquement, la loi veut qu'on soit informé. Je ne suis pas certain que ça soit informé que de faire ça. Je pense que c'est plutôt travailler dans un drôle d'esprit. Donc non, je ne reçois pas les documents très longtemps à l'avance, pour tout vous dire. Et effectivement, le débat qui a eu lieu par rapport aux rectifications sur la loi de finances 2024, sur la croissance à 1% pour 2024 plutôt qu'à 1,4%, sur le déficit accru, bon, le Haut Conseil des finances publiques a estimé qu'il n'y avait pas d'insincérité, donc soit. Pour le coup, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une accumulation d'erreurs, et je pense que c'est à interroger. Alors pourquoi il y a accumulation d'erreurs? Le gouvernement a fait des estimations en fonction... moi, ça ne me choque pas, pour aller vite. Ce que vous avez demandé ne me choque pas, le fait que ça soit la puissance publique qui, à un moment donné, donne ses prévisions, d'autant plus qu'on a quand même des autorités, on a des institutions qui donnent eux-mêmes leurs propres chiffres. Bien. Donc, ça nous permet de comparer. Ce qui me pose problème, c'est autre chose. C'est le fait que, depuis maintenant deux budgets,
l'Assemblée n'a plus l'occasion de débattre et de voter ce budget. Et si je dis ça, c'est pas juste un problème démocratique, c'est que je pense que le gouvernement aurait été, peut-être plus réaliste et mieux inspiré, aurait pris peut-être des meilleures décisions si à un moment donné, il écoutait l'Assemblée sur cette question. C'est plutôt ça le problème que nous avons en ce moment. C'est plutôt ça. Le problème de fond que nous avons dans le fonctionnement, c'est que moi, j'ai tendance à penser que vient de l'Assemblée des choses qui peuvent conseiller de manière utile. Vous voyez, je suis très modéré, le gouvernement, et je regrette que ça ne soit pas le cas. Mais ça ne me choque pas que les services de Bercy, eux-mêmes, donnent leurs propres prévisions. C'est un organisme pourtant public qui fasse une évaluation indépendante, c'est quelque chose. Oui, mais en Grande-Bretagne, ils poussent le bouchon plus loin, c'est britannique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une estimation qui est faite par un organisme qui ne dépend pas du gouvernement, objectivement, et qui dit, ben voilà, vous devez travailler sur 1, 2, 1, 3, 1, 4, point. Pas de discussion. Oui, Monsieur le Président, je reste, et comme la question, vous avez compris, je suis contre l'indépendance des banques centrales. Moi, je reste plus favorable au fait que la puissance politique, à un moment donné, donne ses propres chiffres plutôt qu'un organisme qui, après tout, en quoi il serait plus valide que l'exécutif pour donner ses propres chiffres. Donc moi, je préfère que ce soit la puissance publique. Merci. Alors, vous avez parlé du 1,4 versus 1. Donc, vous avez noté qu'il n'y a pas d'insincérité de votre part. Vous pensez qu'il y a une... en tout cas, ce n'est pas votre sentiment, j'ai bien compris. Sur le 4,9 du PIB versus 5,5 pour 2023, ce fameux trou dans les recettes, que vous avez d'ailleurs évoqué durant votre exposé, est-ce que vous pensez que ce trou, ça fait l'objet aussi d'une discussion politique, là pour le coup, a été caché dans les recettes fin 2023 ? Quel est votre sentiment ? Est-ce que vous avez des éléments qui vous permettent d'affirmer un certain nombre de choses ? Les éléments, c'est M. Husson qui les a révélés. Il y a une note effectivement interne à Bercy qui a été faite dans les derniers jours, si j'ai bien compris, du budget, et qui expliquait qu'il y avait un risque de dérapage de déficit. Mais là, le ministre les a, d'ailleurs, Cazenave les a publiés, nous les a transmis. C'était une note qui alertait, qui ne donnait pas ça comme certitude. Si on avait été en débat normal à l'Assemblée à ce moment-là, ce qui n'était déjà plus le cas puisque les choses étaient passées, si je ne me trompe pas en termes de datation, par 49.3, peut-être que, et là il aurait été souhaitable, qu'il y ait un débat à partir justement de ces estimations renouvelées. Le problème, c'est que nous n'étions plus en débat et que tout ça est parti de manière invisible. Mais moi, pour être clair, j'ai parlé je ne pense pas que la question de l'insincérité, mais par contre, c'est une question de succession d'erreurs. Parce que ce n'est pas comme si il n'y avait pas eu à la fois des parlementaires et de toutes les oppositions, quasiment, comme s'il n'y avait pas eu des institutions qui disaient que, par exemple, du fait de la situation en 2023, peut-être que les rentrées financières assises sur la question de la TVA, de l'impôt sur les sociétés et différentes n'allaient pas être aussi importantes en 2023 qu'en 2024. Autrement, et de la même manière, alors là, pour le coup, la croissance annoncée de 1,4% pour 2024, là, il y a plein de vidéos qui vous montreront nos interventions aux uns et aux autres pour dire que c'était quelque chose qui n'était pas réaliste. Et on n'a rien inventé, hein. Il suffisait de regarder, écouter ce que disaient les institutions. Donc, au moins, constatons une chose, et je trouve que du coup, ça devrait renvoyer l'exécutif à beaucoup d'humilité dans ses affirmations, y compris par rapport à la politique à venir, c'est qu'il y a eu une succession d'erreurs qui se révèlent évidentes quelques mois à peine seulement après qu'on ait bouclé le budget. Merci. Alors, revenons à la dette et vos thèses sur la dette. Une des caractéristiques de la dette française, c'est qu'elle continue à augmenter là, en post-crise, alors que dans d'autres pays qui n'ont pas longtemps été montrés comme de grands modèles de gestion de leur dette, je pense à la Grèce, au Portugal, cette dette baisse. Comment expliquez-vous cette différence d'évolution ? Alors déjà, par principe, admettons une chose, c'est que l'idée qu'il serait nécessairement principiel que la dette baisse n'est pas une vérité économique. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, les États-Unis d'Amérique n'ont pas pour objectif de faire baisser leur dette, il a d'abord pour objectif de faire augmenter la croissance. Quand je dis ça, je sais bien quelle est la différence aujourd'hui, par exemple, entre les États-Unis, la façon dont ils ont le dollar, et l'Union européenne. Mais ça permet au moins de dire qu'il y a d'autres politiques économiques
Et que, si je ne me trompe pas, cet effet sur la croissance fait qu'aujourd'hui, on s'alarme un peu du possible décrochage en termes de croissance entre l'Union européenne et les États-Unis. Donc la baisse des déficits de manière absolue, comme étant un principe intangible, on voit bien que ce n'est pas le cas, puisque les États-Unis, aujourd'hui, ce n'est pas leur souci premier. Ça, c'est une première réponse que je vous donne. La deuxième, c'est que, alors d'abord, je pense qu'il faut se garder des comparaisons. Le PIB de la Grèce, c'est à peu près le PIB de la région Île-de-France. Donc il est évident que la dette, au point où elle était arrivée, pour des raisons d'ailleurs dont la Grèce n'est pas la seule responsable, mais ce n'est pas le débat aujourd'hui, sa conséquence sur les capacités de remboursement n'est pas la même que la France, qui reste quand même, et je l'ai expliqué tout à l'heure, une puissance économique financière stable et qui permet de voir ça à l'avenir. Bon. Moi, je crois que l'augmentation du déficit en France, c'est aussi à un moment donné, parce qu'on parle souvent de la charge de la dette. Moi, j'entends souvent des collègues qui m'expliquent la charge de la dette, attention, ça va devenir le premier budget de l'État. On a l'impression que c'est de l'argent qu'on met par la fenêtre, quoi. Mais la charge de la dette, elle sert à rembourser un déficit qui sert à quelque chose. Bien. Donc c'est à cela qu'il faut observer. Et notamment en 2023, ce à quoi il a servi, c'est peut-être aussi à permettre que ce qu'on appelle l'État social en France, même si je trouve qu'il est largement dégradé actuellement par la politique menée, c'est une protection sociale qui permet, par exemple, que la consommation populaire reste à peu près soutenable, même en période de crise. Vous savez, il m'est toujours revenu une chose, c'est que après la crise des subprimes, on est un des seuls pays en Europe où on n'est pas rentré en récession. Bon. Et pourquoi on n'est pas rentré en récession? C'est-à-dire 2 trimestres où la croissance est devenue négative. Parce qu'à l'époque, le marché privé était, lui, en récession. Et ce qui a soutenu l'économie, c'est les dépenses publiques. Parce qu'on oublie de dire que les dépenses publiques, c'est aussi des recettes. Raison d'ailleurs pour laquelle l'OFCE estime que les baisses de dépenses publiques prévues pour 2024 vont nous coûter 0,2 points de croissance, parce que quand vous avez un reflux d'activité économique, si vous baissez les dépenses publiques, eh bien, vous avez aussi un effet sur la croissance. Donc, en 2023... si vous vous souvenez bien, et Bruno Le Maire, et il avait raison, a estimé, vous voyez, a estimé que par rapport aux prévisions qui étaient plus négatives que ça, sur le fait que la croissance s'était maintenue en France, elle a été finalement de 0,9, par rapport à l'Allemagne, par exemple, il s'est félicité de ça. Mais qu'est-ce qui est dû? Qu'est-ce qui l'a permis? C'est le fait que la consommation populaire française a mieux tenu. Et pourquoi elle a mieux tenu? Parce que justement, il y a, mine de rien, des choses qui risquent d'être aujourd'hui attaquées, notamment avec le chômage, qui permettent que ça tienne, même ce que l'Allemagne n'a pas fait, et ce qui explique sa récession. Donc, autrement dit, moi, ce que je demanderais, c'est pas seulement regarder les chiffres des déficits, mais mettons tous les critères économiques. Par exemple, au niveau croissance, en ce moment, on s'en sort plutôt mieux que l'Allemagne. D'accord? Et ça a évidemment des incidences par rapport à beaucoup de points. Donc ça ne m'alarme pas, pour tout vous répondre, Monsieur le Président, qu'on soit dans le haut déficit. La question, c'est à quoi ça sert, encore une fois, et quels sont les autres éléments, j'allais dire, et critères économiques. Merci. Je terminerai sur cette dernière question, puisque la commission d'enquête, c'est à la fois la dette et le pouvoir d'achat. Selon vous, il n'y a pas d'effet à craindre de la dette sur le pouvoir d'achat des Français? Il y a un effet à craindre de la manière dont on veut à tout prix baisser les déficits, si ça, je pense. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, par exemple, on veut faire en sorte de rembourser, faire en sorte que les chômeurs soient indemnisés moins longtemps et moins, je pense que ça peut avoir un impact sur le pouvoir d'achat des plus défavorisés d'entre nous et donc sur la consommation populaire. Et de même, le fait que on parle de baisse des dépenses publiques dans les années à venir de façon qui serait historique si on suit ces chiffres-là. Je rappelle que les services publics, la protection de l'État, parce que ça induit, c'est souvent la protection des plus défavorisés. Donc ça peut avoir des effets sur le pouvoir d'achat et donc sur la croissance. C'est ça qui m'inquiète plus. Et si, je terminerai à votre réponse, mais vous avez compris, si à tout prix on veut regarder la question déficit, moi je demande qu'on regarde d'abord avant tout les dépenses fiscales, c'est-à-dire les niches fiscales, les aides par exemple aux entreprises non conditionnées, la manière dont l'impôt a été baissé, et notamment le fait qu'elle ait favorisé de manière extrêmement importante les revenus du capital, plutôt que la baisse des dépenses publiques. Je pense que c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait aller et qui nous permettrait en plus peut-être de dégager des marges pour plus investir au niveau écologique. Merci beaucoup.
Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, et merci à vous, Président Coquerel, de vous être rendu disponible. C'est un plaisir. Je voudrais d'abord redire à titre liminaire que la dette publique n'augmente pas, elle est en diminution, hein, parce que j'entends beaucoup dans cette commission l'idée sur laquelle la dette publique sera en augmentation, elle diminue notamment en 2023, ce que montre l'exécution des comptes 2023, et le ratio de dette sur PIB a baissé entre 2017 et 2019 et 2021 et 2023. Sur la question des hypothèses de croissance, depuis la création du Haut Conseil des finances publiques, on observe quand même néanmoins que les prévisions s'écartent beaucoup moins qu'elles ne le faisaient auparavant du consensus des économistes. Voilà pour les deux premières remarques liminaires. Monsieur le Président, vous nous dites ce qui compte, c'est dans le fond pas tant la dette en valeur que la dette sur PIB. Est-ce que cela conduirait, selon vous, à relativiser la dette, et dans le fond l'objet qui nous occupe, créée entre 2017 et aujourd'hui par rapport au quinquennat précédent? Est-ce que dans le fond, si on déflate la dette qui a été créée depuis 2017 de sa valeur dans le PIB, on retrouve un ratio qui est peut-être le même, si ce n'est sinon inférieur à ceux des précédents quinquennats? Sur la question de la soutenabilité, on interroge beaucoup d'économistes qui nous disent qu'il y a une zone dangereuse qui est difficile à déterminer, mais au-delà de laquelle l'endettement peut poser une difficulté, notamment par l'effet boule de neige. Est-ce que vous considérez qu'il y a un niveau qui pourrait être malgré tout dangereux compte tenu de l'impact sur la charge budgétaire de l'État ou bien pas du tout? Et surtout, quelle appréciation vous portez sur le risque induit par l'augmentation de l'endettement? Je pense notamment à la charge budgétaire. Vous nous dites il y a une charge budgétaire qui sera peut-être de 70 milliards d'euros en 2027, mais dans le fond, j'espère ne pas trahir votre pensée, mais ce n'est pas si grave parce que ça finance un déficit qui lui-même a financé des services publics et une croissance de pouvoir d'achat. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un coût supplémentaire à le faire par l'endettement et une vulnérabilité supplémentaire compte tenu de la volatilité des taux, plutôt que de le faire par des dépenses publiques stricto sensu qui pourraient être financées? Sur la Commission européenne, vous avez dit la dette est dans le fond un instrument politique qui sert à justifier une politique que vous qualifiez d'austérité. Mais je trouve que c'est un petit peu contradictoire parce que la dette publique elle-même a été créée par un surcroît de dépenses publiques ou en tout état de cause par un écart entre les dépenses et les recettes. Et donc par conséquent, la dette ne peut pas être l'outil d'une politique publique qu'elle a elle-même contribué à créer. Sur la question des... Oui, pardon, Président, allez-y, je vous en prie. Bien. Alors, sur la relativisation, je crois avoir été clair dans ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que, et je m'appuie notamment sur les chiffres que vous a donnés François Ekal ici, que je ne conteste pas. On a une augmentation de la dette qui a été un peu supérieure par rapport au mandat précédent, mais pas de manière considérable, plus 12,6 points. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas inédite et elle n'est pas record. Bon. Donc ma réponse est oui. Alors, une fois encore, je pense qu'elle aurait pu être moindre. Vous l'avez compris. C'est-à-dire, moi, je conteste, on n'est pas en accord là-dessus, mais je conteste la baisse des recettes de 60 milliards et surtout là où ils ont été fléchés, finalement, qui explique une partie de ces déficits. J'allais dire que si ça n'avait pas été le cas, soit on aurait plus de marge pour quelque chose que je répète, qui me semble absolument indispensable, parce que je donne souvent cette phrase, mais je voudrais la redire. Il me semble que la seule dette qu'on ne peut pas transférer à nos enfants, la seule dette insoutenable, c'est la dette écologique. Celle-là, on peut en mourir, quoi. Enfin, on peut en mourir, vous voyez la manière imagée. Bon, la dette financière, je viens de dire qu'elle pouvait être annulable, reportable, discutable, etc. En tout cas, dans le cas de la France. Bon, donc, au moins, d'avoir des marges pour investir. Donc, ma première réponse est oui. Je pense que ça permet de le relativiser. Bon. Deuxièmement, sur la charge de la dette. Moi, je pense que, vous l'avez compris, je crois qu'il faut regarder ça par rapport à la production de la richesse que le pays produit. Bon. C'est pour ça que l'analyse qu'on a sur la dette, quand on veut la comparer à la Grèce, ça me semble être quelque chose d'impossible.
on est la France. Je veux dire, il n'y a pas une raison de manière macroéconomique que tout d'un coup, notre système et la production de nos richesses ne se transforme complètement, quelles que soient les politiques suivies. Ça reste variable, mais on ne va pas devenir un pays pauvre. Bon, et à partir de là, je pense que par rapport aux chiffres qui sont annoncés, et vous savez comme moi que le chiffre annoncé de la charge de la dette pour 2027 est un maximum, puisque en gros, elle est en prévision de taux. Donc, on n'est pas sûr qu'on soit 72 milliards. Mais je vous le dis, oui, je pense que c'est assumable. Bon, il y a un moment donné, effectivement, si la dette devient le déficit devient extrêmement trop important par rapport à une production de richesse, donc production du PIB qui est moindre, bah là, ça devient un problème. Mais ce n'est pas le cas de la France. Donc, vous avez compris que je dis, ne nous faisons pas peur. Ne nous faisons pas peur. On n'est pas d'accord. Ça peut monter jusqu'où? Comment? Excusez-moi, je suis pas là-dessus. Il y a un moment donné où il y a sûrement des économistes qui pourraient vous donner des avis là-dessus. Mais en tout cas, dans la situation qu'on nous propose, je dis, encore une fois, je pense que la situation n'est pas dramatique. Bon, par rapport à ça, et qu'elle est assumable. Bien. La troisième question, c'était... excusez-moi. Oui, la Commission européenne. Et la dette. Bon, d'abord, partons du principe d'une chose, c'est que la dette, elle est indispensable. Aucun État ne peut, à un moment donné, payer en un an tout ce dont il a besoin et qui va être un investissement sur plusieurs années. Donc, c'est normal de s'endetter. Donc, il faut au moins se dire ça, parce que sinon, la dette va devenir un fléau en tant que tel. Ben non, la dette, elle est un moyen de fonctionner normal. Je l'ai dit avant, dans les années 60-70, effectivement, la dette est moins importante, mais parce qu'on avait des politiques de dévaluation à certains moments. C'est-à-dire qu'effectivement, tout d'un coup, la masse d'argent se transformait. Mais c'est ça qui finalement corrigeait de la même manière la question. Donc la dette est indispensable. Bon. La question par rapport à la Commission européenne, c'est que au moment où on a fait Maastricht, au moment où on a décidé de l'euro, nous savons très bien que nous l'avons décidé et que l'Allemagne en a été d'accord à partir du moment où l'euro reprenait sa politique de monnaie forte qui était celle du mark, qui n'était pas, j'allais dire, adaptée forcément à notre politique économique, et avec les critères qui étaient les nôtres. Bon. Nous avons fait ça. Et à partir de là, on a adopté la politique monétariste allemande qui s'impose notamment parce que l'Allemagne a un système, par exemple, de retraite différent du nôtre, beaucoup plus par capitalisation, une population qui vieillit, une rente qu'il faut faire assumer, qui n'est pas notre caractéristique. Donc, nous avons adopté ça. Pour l'adopter, vous savez, au milieu des années 80, c'est Jacques Delors notamment, sur un calepin, on a décidé d'un coup de la règle des 3%, qui n'avait pas de valeur... il n'y avait pas de valeur scientifique. Elle a été décidée comme ça et on a fixé cette règle. Mais très sincèrement, ça, c'est une politique qui prévaut par rapport à une certaine vision de politique de l'offre, de la compétitivité, une politique de rigueur monétaire qui va très bien à l'économie allemande. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que ça aille très bien à tous les pays européens pour différentes raisons, ce qui n'induit pas, et on le voit sur le différentiel de croissance aujourd'hui, une plus ou moins bonne santé économique. Donc voilà, moi, pour vous répondre, je crois effectivement que c'est une construction idéologique, une construction qui répond à une vision économique, pour ma part je conteste, mais que j'admets dans le débat, qui explique pourquoi on fixe comme ça des contraintes par rapport à la dette. Je ne suis pas sûr que ça corresponde forcément à ce qu'il faut à l'économie française. Il y avait des autres questions. Sur la charge d'intérêt, est-ce qu'il n'est pas... Ah pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il n'est pas, dans le fond, est-ce qu'il ne serait pas plus utile de dépenser sur la base d'un équilibre budgétaire? On peut avoir un débat sur la façon d'obtenir les recettes en face ou bien de redistribuer la dépense publique, plutôt que d'aller financer des services publics au travers d'un endettement qui nous coûte plus cher et qui, dans le fond, finance, vous l'avez dit vous-même, des fonds de pension et une épargne non domestique. Oui, mais comme je sais que monsieur le rapporteur, la relativisation donnée par François Ekal en pourcentage PIB, finalement, vous a un peu satisfait, parce qu'elle montrait une certaine relativisation par rapport à la dette. Il faut prendre l'entièreté de ce qu'il a dit. Bon, et je le répète, la question de la dette depuis 5 ans, hors Covid,
elle est d'abord due à une baisse des recettes et non pas due à une augmentation de la dépense publique. Donc, l'augmentation de ce déficit aujourd'hui, c'est pas vrai. Il n'est pas là pour financer quelque chose que nous ne pourrions plus financer. Il est là très largement parce que nous avons voulu une politique de la compétitivité assumée par le gouvernement. Moi, c'est pour ça que j'aime bien les débats avec Bruno Le Maire, parce qu'au moins il l'assume, qui est l'idée de dire que pour favoriser l'arrivée des capitaux en France qui vont avoir un effet sur l'économie et sur l'emploi, eh bien, on met un climat favorable au monde des affaires, etc. Donc, on baisse les... C'est ça, pour moi, qui explique d'abord l'augmentation de la dette. Encore une fois, hors Covid. On est dans ce... bon. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être ça qu'il faut d'abord interroger. Moi, je veux bien qu'à un moment, on considère qu'il faut à tout prix baisser les déficits. Vous avez compris que je pense que l'urgence n'est pas là. Il faudrait d'abord des marges pour la transition écologique, pour répondre aux besoins des Français. Mais si on veut le faire, dans ces cas-là, regardons pourquoi elle a augmenté depuis 5 ans. Et essayons de régler ça. Parce que en quoi, par exemple, la flat tax, l'ISF, en quoi les cadeaux qui se sont accumulés sur très peu de personnes, ça c'est une des caractéristiques de cette politique, a avantagé l'économie française. Moi je ne crois pas, ça a avantagé les dividendes, certes, niveau record, mais toutes les études, y compris de France Stratégie, montrent que ça n'a pas eu d'impact sur l'emploi. Donc si on veut s'interroger, interrogeons-nous là-dessus d'abord, plutôt que s'interroger sur la baisse des dépenses publiques. Merci beaucoup. Je crois que vous devez nous quitter à 10h. J'ai 4 prises de parole. Monsieur Di Filippo, Monsieur Cazeneuve, Madame Louwagie, Monsieur Ruffin. Donc essayez de faire une question en 1 minute, réponse, puis voilà. Non, synthétique. Monsieur Di Filippo. Je vais essayer, moi aussi, Monsieur le Président, d'être synthétique. Vous parlez du niveau de la dette, qu'il est soutenable, que le stock ne pose pas de problème en lui, ce qu'intellectuellement on peut envisager. Par contre, il y a une chose, et que la dette rapportée au PIB ne serait pas un record. Il y a une chose qu'on ne peut pas discuter, c'est la trajectoire de la charge d'intérêt de la dette. Cette année, le 2e budget de l'État, à la fin du quinquennat, quoi qu'il arrive, le 1er budget de l'État, sans doute au-dessus des chiffres qu'on nous donne. Et ça ampute quand même les marges de manœuvre publiques. Alors, moi, je veux bien que dans votre logique politique, vous considériez que ce n'est pas un problème. J'entends cette logique-là. Mais si on est sur cette trajectoire-là, sans doute au-dessus des 80 milliards d'euros d'intérêt de la dette en 2027, alors comment évalueriez-vous les besoins de financement supplémentaires? Et je parle par là inévitablement de hausse de taxes et d'impôts, puisque les dépenses ne semblent pas baisser, ou en tout cas dans la logique dans laquelle on est, vous voyez bien qu'elles ne baissent pas, quoi qu'on en pense. Alors à quoi est-ce qu'on s'expose en termes fiscaux? Et je ne demande même pas où est-ce que vous le mettriez, parce que vous nous en avez déjà donné une idée, mais en ordre de grandeur, à quoi est-ce qu'on s'expose? Bon, la trajectoire de la charge de la dette, j'ai dit en quoi elle me semblait soutenable. Maintenant, il ne faut pas forcément la faire pour la faire. D'accord? Donc, je vous réponds là-dessus. Donc, encore une fois, c'est à quoi elle sert. Si, par exemple, on augmente la dette pour mettre plus de milliards sur la transition écologique, je pense qu'à un moment donné, cette dette qu'on va mettre, et je l'ai expliqué tout à l'heure, ça va aussi être des recettes pour notre richesse nationale. Autrement dit, si vous faites une politique qui, par exemple, permet de construire des hôpitaux, permet de construire, de rénover encore plus de bâtiments, vous faites marcher l'économie. Parce que tout ça, c'est des commandes donc, qui, à un moment donné, ont des répercussions sur les rentrées fiscales. C'est en gros une politique de la demande écologique par rapport à la politique de l'offre, des rentrées de cotisation, et finalement, on s'y retrouve. Donc c'est une autre vision, une autre logique économique. Et pour vous répondre sur la question de savoir comment, par exemple, on pourrait s'attaquer à la face nord de l'augmentation des impôts sans le faire pour tous les Français. Moi, j'ai fait des propositions. Je pense même que, d'ailleurs, dans notre commission des finances, certaines étaient majoritaires. C'est que si on revoyait, je vais être même très réformiste et très modéré, si on renvoyait une partie, par exemple, de la fiscalité sur les superdividendes, c'est-à-dire, on va au moins s'entendre, c'est-à-dire la part des profits qui véritablement ne sert qu'à accumuler chez les actionnaires et non pas rejaillir sur l'économie. Si on s'attaquait au rachat d'actions, si on s'attaquait aux transactions financières, si on s'attaquait à certaines niches fiscales les plus, les plus importantes et qui manifestement posaient problème. Moi, j'ai fait un calcul, on peut très facilement récupérer 45 milliards d'euros. Je l'ai fait à partir de différents amendements où on peut être majoritaire. Donc, je vous le dis, c'est-à-dire que je propose que les cadeaux fiscaux qu'on a faits au capital, pour aller vite, et au capital qui est
celui du monde de la finance, je ne parle pas des PME et autres, eh bien, on pourrait très facilement récupérer une partie de l'argent qui pourrait baisser les déficits. Merci. Monsieur Di Filippo, vous rebondissez. J'entends tout à fait ça. La question était vraiment quantitative. À quel niveau, j'entends 45 milliards là, est-ce que vous estimez que c'est le bon niveau pour qu'on évite de voir la charge de la dette devenir le premier budget de l'État? Combien de recettes nous faudrait-il en plus pour éviter, endiguer cette dérive-là? Du côté de mon groupe, on a fait un contre-budget, on estimait qu'on pouvait atteindre 120 milliards. Quand je vous ai dit les 45 milliards, c'est avec une réforme fiscale d'ampleur. Quand je vous ai dit les 45 milliards, c'est à peu près l'étude où j'ai l'impression que nous pourrions avoir une majorité à l'Assemblée pour le permettre, parce qu'en réalité, ça ne changerait pas la politique macroéconomique du gouvernement, mais ça permettrait d'aller récupérer de l'argent assez facilement sans l'atteindre. Donc, je vous ai donné 2 chiffres, mais je pense qu'on pourrait aller jusqu'à 110-120 milliards d'euros, et il n'y a pas de souci pour vous transmettre les propositions que mon groupe a fait et auxquelles je souscris. Merci, monsieur Cazeneuve. Merci, monsieur le président. En préambule, dire que je ne suis pas certain que la qualité des prévisions de la croissance 2024 fasse partie du périmètre de la commission d'enquête. Mais passons, je voudrais juste souligner que les mêmes qui faisaient des prévisions sur 2024, qui disent que maintenant ils avaient raison, faisaient des prévisions sur 2023 et avaient tort. Donc je crois qu'il faut rester modeste par rapport à ça. Et sur cette fameuse note du 7 décembre, je voudrais redire quels auraient été les leviers pour réduire le déficit. À ce moment-là, le budget avait été voté, fin de gestion avait été voté, projet de loi de programmation avait été voté, bien évidemment. Il y a eu un premier passage à la commission, à l'Assemblée nationale, on était au Sénat. Je veux juste comprendre ce qui aurait pu être fait à ce moment-là, pour peu que les prévisions qui, et vous l'avez dit, reconnues, la note, 1, se trompait sur les prévisions, parce qu'elle disait 5,2, et 2, elle disait que, vu les niveaux d'incertitude, on ne pouvait, il était conseillé de ne rien faire. Moi, j'ai vous dites à quoi ça sert? La dette, c'est bien pour peu que ça serve à quelque chose. Je voudrais revenir sur les grandes mesures qui ont été prises et qui ont augmenté, eu un impact sur la dette. Les grandes mesures pendant le Covid, je pense au chômage partiel, je pense au PGE. Les grandes mesures pour lutter contre l'inflation, je pense au bouclier énergétique, au chèque, à l'indexation des prestations sociales, ne serait-ce que sur ces grandes mesures qui sont les plus coûteuses. Est-ce qu'il y en a certaines que vous n'auriez pas faites pour protéger les Français? Deuxième question. Moi, je suis assez intéressé par... est-ce que la Commission des finances ne pourrait pas calculer le coût des amendements posés par les différents partis dans le budget 2023 et 2024? Je trouve que ça éclairerait, je crois, le risque qui pèse sur la dette. Enfin, c'est intéressant de... Non, mais je pense que c'est très intéressant, y compris les amendements qui permettent de réduire la dette, de réduire le déficit. Mais je pense que, voilà, je pense que ce serait, dans le cadre de notre commission, éclairant d'avoir peut-être un calcul de ce que coûte et de ce que rapportent les différents amendements des différents partis. Et troisième point, et j'arrêterai là, je reviens sur le... Vous dites souvent... Alors, Jean-Luc Mélenchon dit la dette, c'est de la rigolade. Je ne prends pas au premier degré, évidemment, mais vous dites, vous-même, souvent, vous divisez la dette par 7 ou par 8, qui est la maturité de la dette. Je voudrais comprendre le raisonnement qu'il y a derrière, parce que personne ne le fait, ni les particuliers, ni les collectivités territoriales, donc ça m'intéresse. Merci beaucoup. Vous avez 3 questions. Oui, bon, qui sont un petit peu... Non, mais attendez, je vais répondre, Fabien Di Filippo. Merci. Bon, je vais essayer de répondre rapidement à des questions qui, pour certaines, je vous renvoie la balle, chers collègues, me semblent être un peu en dehors du périmètre de cette commission d'enquête, mais vous êtes libre en tant que membre de me la poser. Bon, la première chose sur en gros la question de la croissance annoncée par les uns et les autres, et finalement les prévisions du gouvernement, je vous fais observer quand même quelque chose, c'est que le gouvernement avait annoncé 1,4%. 2 mois après, il est à 1%. Donc ceux qui, à l'époque, ont expliqué que 1,4% était trop important, ils ne se sont pas trompés. Okay, bon. À quoi ça sert et notamment, vous m'interrogez sur la dette Covid. C'est une bonne question. Moi, je pense qu'il fallait évidemment, pendant le Covid, soutenir l'économie. Donc, je ne le conteste pas. Bon. Par contre, par exemple, il y a une façon de faire.
Le chômage partiel, en réalité, ce n'est pas la dette de l'État qui l'a payé, c'est la dette sociale. C'est-à-dire que ça a été induit sur les budgets sociaux. Ce qui est un problème, parce que ça a été montré, c'est que la dette sociale, alors là, il y a une chose de sûre, c'est qu'elle ne se négocie pas. Elle ne peut pas se négocier, elle est automatique. Les cotisations, tout ça, ça doit rentrer. Autant la dette financière, on peut décider que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on la reporte. On peut même, moi, pour l'annuler, mais on peut au moins la négocier. Ce n'est pas possible la dette sociale. Donc, ce que je conteste, par exemple, au moment du Covid, c'est d'avoir fait porter sur la question de la dette sociale, et vous avez des économistes qui sont exprimés là-dessus de manière et comme Éric Zemmour, c'est un homonyme, le travail qui, moi, c'est ça qui m'a posé le plus problème. Et enfin, sur les effets d'amendement, la question est un peu... Alors oui, je voudrais relever quelque chose. Vous avez dit vous avez parlé des textes votés. Je vous rappelle qu'on ne les a pas votés. C'est aussi un des problèmes. Ils ont été adoptés. Oui, en commission, d'accord. Sur les différents amendements, là, c'est une question un peu provocatrice parce que on n'est pas dans une situation où, justement, on débat à l'Assemblée pour un budget où on pourrait, à un moment donné, et c'est peut-être un des travers du 49.3, de faire en sorte que, par exemple, les parlementaires n'ont même plus cette vision-là, puisque de toute façon, ils savent que le débat va s'arrêter. On n'est pas dans une situation où on peut accumuler tous les amendements individuels des uns et les autres comme valant, finalement, demande de chaque groupe. C'est pas raisonnable. Si vous voulez le savoir, nous, on a fait, par exemple, un contre-budget. Je sais que les Républicains en ont fait un. Il y a eu plusieurs groupes où il y avait des estimations qui étaient faites en fonction des amendements. Je pense que c'est ça qu'il faudrait plutôt regarder et pour avoir ce débat politique, plutôt que, vous l'avez fait à un moment donné dans ma commission, l'addition de tous les amendements qui sont proposés. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Je veux dire, voilà. Oui, d'accord. Mais si on votait, ça serait peut-être autrement aussi s'il n'y avait pas de 49.3. Mais là, je trouve qu'on s'égare... Enfin, oui, vous me permettez, on s'égare un peu du Monsieur Di Filippo a rappelé aussi que les droits d'amendement n'étaient pas de groupe, mais individuels. Madame Louwagie, puis Monsieur Ruffin. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, le droit d'amendement est un droit individuel et c'est un droit aussi qui appartient aux parlementaires et qui appartient à la liberté que nous avons à la fois de proposer et d'intervenir. Je voudrais, Monsieur Coquerel, Monsieur le Président, vous interroger sur la construction budgétaire, notamment pour réagir sur le fort dérapage que nous avons connu en 2023. Aujourd'hui, on a un budget de l'État, un budget de la sécurité sociale avec 5 branches. J'ajouterai à ça le Fonds de solidarité vieillesse. En plus, nous avons le budget de tous les opérateurs, 438 opérateurs, un budget qui a évolué de manière très importante pour tous les opérateurs, 76 milliards 2023 à 81 milliards. Et nous avons énormément de tuyauterie entre l'ensemble de ces budgets. Je vais citer la TVA. Aujourd'hui, on a 50% de la TVA dans le budget de l'État, les autres 50% étant répartis entre les collectivités territoriales, la sécurité sociale. Mais nous avons également énormément de subventions du budget de l'État vers les caisses sociales. Je pense à l'allègement des charges sociales, à l'équilibre des régimes spéciaux. Je pense à des recettes que nous retrouvons aussi sur un certain nombre de collectivités ou d'autres budgets, la CSG, RDS, la taxe sur les contrats d'assurance, la TICPE, et on pourra en citer, enfin des tuyauteries dans les deux sens entre les différents budgets. Alors, la question, est-ce que notre système budgétaire, tel qu'il est construit, n'est pas aujourd'hui à bout ? Nous avons une complexité qui nuit à la visibilité, peut-être aussi à la compréhension. Et donc, selon vous, est-ce que ce dispositif est suscité de manière régulière par l'exécutif, par l'administration, pour ne pas forcément aider les Français dans la compréhension? Première question. Ne faudrait-il pas une révision complète de la construction des budgets? Et troisième question, est-ce que vous seriez favorable à un budget unique des recettes, en conservant tout de même un budget, je dirais, des missions régaliennes de l'État et un budget, je dirais, de toute la sphère sociale? 3 questions, je vous remercie. Merci, il reste peu de temps, mais je vais répondre. Juste, je n'avais pas répondu sur les 8 ans, donc je réponds à monsieur le rapporteur général de ma commission. Alors d'abord, il faut que je vous envoie quelques livres d'économistes qui sont peut-être moins dans la pensée néolibérale, mais vous verrez que c'est des choses qui se disent souvent. Et d'ailleurs, c'est des choses, même si je ne fais pas la comparaison entre la dette liée à nos foyers, mais que nous faisons, nous, quand nous achetons un bien. C'est-à-dire que quand nous achetons un bien, nous ne regarderons jamais notre dette sur, par exemple, 30 ans de crédit. Nous la regardons sur 1 an de revenu pour voir si elle passe. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il est évident qu'à partir du moment où vous avez une dette sur 8 ans et demi,
comparer la dette globale sur les 8 ans et demi rapportée sur une seule année, comparer des stocks par rapport à un flux, c'est quelque chose qui me semble pour le moins surprenant. Et je trouve que cet éclairage permet un peu de relativiser les choses, parce que quand on voit 13% du PIB seulement comme endettement, et que les ménages peuvent s'endetter jusqu'à 33%, on s'aperçoit qu'on n'est pas sur les mêmes choses. Donc j'assume ces chiffres, et je vous dis, il y a pas mal d'économistes qui les présentent ainsi. Pour répondre à Mme Louwagie, moi je pense, oui, je pense qu'il y a besoin d'une remise à plat. Voilà, je vous suis là-dessus. C'est ce que j'ai cru comprendre hein, dans la discussion. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lancé l'idée de dialogue de l'Assemblée nationale sur la fiscalité, pour qu'on puisse, sans tabou, sans objectif législatif, mais peut-être discuter entre groupes pour voir comment on met tout ça. Je pense qu'il y a une remise à plat de la fiscalité qui est nécessaire. Je pense, je vous suis, qu'il y a une remise en plat. J'ai compris. Oui, mais d'accord, mais la construction budgétaire, elle peut pas s'exonérer de la question de la fiscalité au sens large. Quand je dis fiscalité, ce n'est pas uniquement l'impôt sur le revenu. Vous avez parlé de la TVA, par exemple. Bon, je pense aujourd'hui que c'est un vrai problème qu'on soit quasiment biberonné à la TVA. La TVA sert pour les collectivités locales, sert pour compenser une partie du budget social. Donc il y a des choses à s'interroger là-dessus, parce que ça a aussi une fin sur la variabilité de la TVA, etc. Donc moi, je vous suis sur... alors, je sais que on ne partage pas le même avis sur ce que pourrait rapporter ce que vous appelez la simplification, qui des fois peut être aussi, mais aussi de baisser les dépenses publiques. Mais en tout cas, je vous suis sur... Je pense qu'il y a besoin d'une remise à plat. Voilà, ça je suis d'accord, dans un système souvent trop complexe et où finalement on prend le même impôt pour payer différentes choses. Je ne suis pas sûr que ça soit quelque chose de profitable. Non, je ne suis pas pour une seule recette, pour une bonne raison, c'est que pour ma part, et moi c'est la raison pour laquelle philosophiquement mon courant politique et moi-même n'étions pas forcément d'accord avec ce qui a été fait pour le fait depuis les années 90 de décider que le budget social passe au Parlement, c'est que je considère que la protection sociale des Français, c'est un système assurantiel qui repose sur la valeur produite par le travail, et donc ça devrait d'abord être vu sous cet angle, ce qui aurait d'ailleurs des avantages, parce que du coup on ne se permettrait pas éventuellement d'aller prendre l'argent qui existe aujourd'hui au niveau de l'UNEDIC. Et donc je ne suis pas pour mélanger les deux choses. On le mélange trop déjà par des transferts, je viens de le dire, notamment de la TVA. Je ne suis pas pour augmenter les choses. Merci. Madame Louwagie, une relance, et puis Monsieur Ruffin. Ouais, après il y a... Ah pardon. Oui, j'entends ce que vous dites, Monsieur le Président, que vous êtes favorable finalement à ce que le budget de la sphère sociale se finance par lui-même. Mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas, parce que nous avons un grand nombre de subventions du budget de l'État qui va à la fois vers la branche famille, vers la branche retraite, l'UNEDIC également. Enfin, voilà. Donc, ce que vous appelez de vos voeux, finalement, n'existe pas aujourd'hui. On peut aussi peut-être s'interroger sur le fait que les aides aux entreprises, dont je ne conteste pas l'utilité, je conteste la conditionnalité, se font beaucoup à travers des exonérations de cotisations, je crois à hauteur de 70 milliards. Il est évident qu'à partir du moment où vous exonérez les cotisations, c'est-à-dire que vous prenez en réalité sur le budget social ce qui est en réalité une aide aux entreprises, du coup vous avez des compensations de l'État. Et c'est peut-être ça qu'il faut interroger à mon avis. Enfin en tout cas il faut se poser la question là-dessus. Monsieur Ruffin, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Et justement, c'est sur ces aides aux entreprises que je voulais venir. Bon, il est évident pour moi que la dette est une question sérieuse et que quand on a là 5,5% de déficit public, un record hors période de crise, si jamais c'était la gauche qui faisait ça, on crierait au naufrage, on crierait au cataclysme, on crierait à la catastrophe. D'autant plus que le paradoxe, c'est qu'on a ce déficit public avec pourtant des services publics qui, eux, vont mal, avec un hôpital pilier de l'État social qui est au bord de la crise de nerfs, et de la même manière pour l'école, pilier de la République. Pourquoi ? Parce que finalement, les dépenses, elles n'augmentent pas. Les dépenses 2023, ce sont les dépenses 2016. Donc, ce n'est pas de ce côté-là qu'il s'agit d'aller chercher. Mais bien évidemment, je suis bien d'accord avec vous, Monsieur le Président, là-dessus. C'est sur le volet recettes qu'il s'agit de chercher. Si on a une hausse de 1,7 point du déficit qui correspond à 1,7 point en moins de recettes, et en particulier les recettes sur le capital, sur le patrimoine, sur les entreprises.
en une année où le taux de marge des entreprises a été formidable, avec 33% de la valeur ajoutée, on a réussi à faire baisser la contribution des entreprises en la faisant passer de 21% à 19%. Et en même temps, non seulement on diminue les impôts sur les entreprises, et c'est sur ce point que je voudrais vous interroger, Monsieur le Président, mais en même temps, on a une hausse des subventions aux entreprises qui, dans la durée, sont passées de 5% à 10% des dépenses publiques. Quel lien vous faites avec ces aides massives aux entreprises et, de l'autre côté, la question du déficit public? Écoutez, un lien évident. C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'on est recordman d'Europe des contributions obligatoires, mais on est aussi recordman d'Europe des aides aux entreprises, et encore une fois, non conditionnées, qui s'assoit, et je l'ai dit tout à l'heure en répondant à Mme Louvagie, sur une grosse partie d'exonération des cotisations. Autrement dit, on prend au régime social de quoi faire une politique décidée par l'État d'aide aux entreprises. Alors, bon, selon les calculs, selon les organismes, c'est entre 170 milliards et 200 milliards d'aides aux entreprises cumulées, cotisations et aides directes, etc. Il est évident que c'est très certainement un des gisements. Et d'ailleurs, j'observe qu'il y a des collègues de la majorité qui pensent la même chose, qu'il faudrait peut-être s'interroger pour notamment permettre d'avoir un peu plus de marge financière. Prenons le crédit impôt recherche, par exemple. Bon, il y a le corps qui s'occupe de la question de la fiscalité, qui a donné 3 scénarios, parce qu'aujourd'hui, il est à peu près établi que, en partie, il faudrait le réformer, notamment par rapport aux plus grosses entreprises, genre Sanofi, entre les crédits, ce dont bénéficient les entreprises, et par exemple, leurs efforts réels en termes de recherche et développement. Bon, ça, c'est des pistes. Bon, et ces pistes-là, elles sont absolument indispensables à explorer, parce qu'on peut... J'allais dire, quelque part, on ne peut pas continuer à un moment donné à donner de l'argent aux entreprises dont une partie est redistribuée en dividendes. Il y a un problème. C'est-à-dire que quand c'est redistribué en emploi, pas de problème. Quand c'est redistribué en relocalisation, pas de problème. Quand c'est relocalisé en salaire augmenté, pas de problème. Quand c'est relocalisé, quand c'est utilisé avant tout pour l'augmentation des dividendes, c'est un souci. Et là, j'allais dire qu'on n'a plus les moyens de ça. Moi, j'ai tendance à dire qu'on n'a plus les moyens du CAC 40. Enfin, en tout cas, des exagérations du CAC 40 au niveau de l'État. C'est peut-être là-dessus qu'il faudrait effectivement s'interroger. Et c'est vrai alors, bon, il y a eu une baisse importante des sociétés qui a été décidée, plus la CVAE. Bon, moi, je questionne cette question, je questionne cette politique, mais je questionne encore davantage la politique de ceux qui, finalement, prennent une part de la plus-value des entreprises, avant tout, pour, finalement, accumuler des richesses. Et ça aussi, la fiscalité leur a bénéficié. Je pense que c'est cet aspect-là de la fiscalité qu'il faut revoir en urgence. M. Ruffin, vous voulez reprendre? Merci beaucoup, Monsieur Labaronne. Là, il faut vraiment que... Oui, pardon, Monsieur le Président. Monsieur Labaronne, okay. Une minute, Monsieur Labaronne. Très rapidement. Monsieur Coquerel. Peut-être, s'agissant du raisonnement macroéconomique, vous semblez dire, Monsieur le Président de la Commission des Finances, que seule la dépense publique est le moteur de la croissance. Mais la dépense publique, c'est 200 milliards d'euros. Par rapport à l'investissement des entreprises, les investissements, c'est 3 fois la dépense publique. La demande publique, pardon. Les exportations, c'est 4 fois la dépense publique. Et enfin, la consommation finale des ménages, c'est 6 fois la demande publique. Par conséquent, si vous baissez les impôts, vous améliorez le revenu disponible des ménages et vous relancez la consommation finale. Si vous baissez les impôts des entreprises, vous améliorez leur compétitivité et donc leur capacité à exporter. Et si vous baissez les impôts, vous améliorez la capacité de financement des entreprises pour investir. Et là, vous agissez sur 3 moteurs, la consommation finale, les exportations et les investissements, qui représentent bien davantage que la demande publique. Monsieur Labaronne, je connais votre verve et votre façon à un moment donné de faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Je n'ai jamais dit que la dépense publique était le seul moteur de la croissance. Absolument pas ce que j'ai dit. Je vous dis qu'en période de reflux de l'activité économique, à certains moments, la dépense publique, c'est ce qui permet effectivement de soutenir une économie quand elle était atone. Et de ce point de vue-là, regardez vos chiffres, regardez ce que disent tous les économistes. Ça a été vrai après la crise du subprime. Bon. Mais par contre, j'assume 2 choses. D'abord, oui, j'assume le fait que, et c'est l'État social tel que l'a légué notamment la Libération, qu'il y ait une part de l'économie française qui ne soit pas assujettie au marché et au privé, notamment tout ce qui gère la question des besoins fondamentaux. Et ce que je dis, c'est que cette part-là, qui sont les dépenses publiques, c'est aussi des recettes.
C'est aussi une façon de faire fonctionner l'économie. Je ne dis pas que c'est la seule, je ne dis pas, vous avez raison, que c'est la part la plus importante, je dis simplement qu'il faut arrêter de la considérer avant tout seulement comme des dépenses, il faut la considérer aussi comme un gisement de recettes et surtout comme une utilité économique. Voilà, c'est tout ce que je dis, et on a trop tendance souvent à l'oublier par rapport, y compris aux années passées. Donc voilà, c'est là où peut-être se situe effectivement un de nos désaccords, c'est que je crois que ça reste nécessaire, et c'est ce qui fait la particularité de la France. Et encore une fois, l'an dernier, je pense que c'est ça qui explique très largement le fait que la France ne soit pas rentrée en récession, contrairement à l'Allemagne. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vous remercie pour cette discussion stimulante. Allez travailler en commission. N'hésitez pas à envoyer au secrétariat les documents que vous jugerez utiles, bien entendu, à la commission d'enquête. Et la prochaine audition a lieu ici dans 1 heure, enfin dans un peu moins d'une heure, à 11 heures.